L'avenir du monde rural français passe par la recherche scientifique française et par sa valorisation. Faisons le pari sur l'intelligence que ces jeunes gens, ces jeunes femmes qu'on va recruter, sélectionner, vont réussir. Par contre, il faut qu'on les aide. La profession des investisseurs en capital risque, c'est une profession de paresseux pour la plupart. Et je connais assez peu d'investisseurs qui travaillent vraiment, sérieusement, pour étudier les dossiers, les approfondir, avoir des relations professionnelles approfondies avec les entrepreneurs. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cet épisode, plongez dans le parcours de Philippe Vuagna, qui a été pendant plus de 20 ans directeur associé de Sofimac Partners, une société d'investissement avec plus de 750 millions d'euros sous gestion. Imaginez-vous à 27 ans, promis à une belle carrière de géologue, avant de voir votre domaine d'activité s'effondrer en Europe. Philippe a dû se réinventer, en passant de la recherche minière à la création d'un incubateur d'entreprises innovantes en zone rurale, avant d'embrasser une carrière d'investisseur en deep tech. Son histoire est celle d'une transformation constante, d'une capacité à s'adapter face à l'adversité et à défier les conventions. Avant de vous laisser avec Philippe, quelques mots sur les singularités de ce nouveau podcast. Pour vous proposer le contenu le plus authentique, inspirant et actionnable, toutes les expériences abordées avec mes invités sont totalement révolues. Cela assure une liberté de ton maximale, ainsi qu'une meilleure prise de recul. Les entretiens sont enregistrés dans les conditions du direct, sans coupure, ni montage, au domicile de mes invités partout en France. J'aborde des réflexions de carrière, mais aussi les enjeux business associés pour contextualiser un maximum leurs apprentissages. Enfin, les entretiens sont découpés en 2 parties diffusées chaque mardi et vendredi. Et maintenant, place à votre épisode avec Philippe Vuagna. « 1982. Tu as 27 ans. C'est ton premier jour en tant que géologue doctorant. Qui es-tu à ce moment précis ? Alors, à cette époque, je démarre une thèse de doctorat scientifique à l'Université Claude Bernard, à Lyon, à la demande du BRGM d'Orléans, qui souhaitait avoir donc un scientifique qui allait étudier un nouveau gisement métallifère qu'il venait de découvrir en région lyonnaise, où environ 4 millions de tonnes de cuivre avaient été identifiées. Et il recherchait une personne qui était intéressée pour caractériser la forme et la genèse de ce gisement minier. Ok. Et donc ça, c'était toi à 27 ans. C'est ça. Comment tu te présentes aujourd'hui ? 70 ans en septembre prochain. Une évolution de carrière donc, qui m'a conduit de la recherche minière, en passant par l'accompagnement d'entreprises et la création d'un nouveau type de pépinière d'entreprise qu'on appelle aujourd'hui un incubateur technologique, qui également, donc à la suite de cet épisode très particulier qu'on aura l'occasion de commenter, ça m'a conduit à devenir investisseur dans le domaine des nouvelles technologies et notamment dans le capital d'amorçage des deep tech françaises accueillies dans les incubateurs et dans les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Bienvenue Philippe sur les grandes épopées. Merci bien. Et merci de m'accueillir chez toi, à Trévoux, dans la région lyonnaise, pour cet échange. On est dans ton salon, pas mal de livres derrière, on a un très très joli temps, et puis une belle vue, donc j'essaie de vous immerger un peu dans l'ambiance. Pour rappel, dans ce podcast, nous allons explorer des momentum clés de ta carrière. Ce que je cherche à comprendre, c'est comment tu les as vécus à l'époque, mais aussi grâce à ton recul aujourd'hui, ce que tu en retiens pour toi, et aussi pour nos auditeurs. Je tiens encore une fois à te remercier pour ton témoignage, et puis c'est parti pour la grande épopée de Philippe. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors on replonge dans ce créneau 82-84. Tu démarres par une carrière de scientifique. Ça a une très très grande importance dans tout ce qui va suivre ensuite. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un travail de recherche scientifique qui est à la fois basé sur l'observation naturaliste, mais également sur l'expérimentation.
Et ce côté expérimental va me servir de guide pendant toute mon activité professionnelle qui va suivre cette première étape. Et là-dessus, si on peut essayer un peu de creuser, tu parles d'expérimentation, tu parles de méthodes scientifiques. C'est quoi un peu dans les grandes lignes l'approche? Alors, quand on nous demande d'étudier un gisement métallique qui a donc un vrai potentiel économique, eh bien, le principal travail est de pouvoir définir sa géométrie. Parce que par définition, c'est un objet qui est caché en profondeur qu'on ne voit pas. On peut le détecter par un certain nombre de sondages. En surface, on a quelques traces de sa présence en profondeur, mais très peu. Et donc, il va falloir travailler sur la reconnaissance la plus précise possible de sa forme en profondeur, qui va nous permettre d'évaluer son potentiel économique. Et ça repose sur un certain nombre d'expérimentations et de méthodes qui vont permettre d'approcher progressivement la forme et la densité de cet objet caché qui présente un véritable intérêt économique. Ça veut dire que finalement, à ce moment-là, tu réalises qu'une méthode très précise permet de défricher finalement un peu une sorte de black box. On ne sait pas encore ce qui s'y passe. Et puis, on peut faire rapidement le rapprochement finalement avec l'entrepreneuriat. On explore des environnements qui sont totalement nouveaux. Absolument. Et qui sont parfois cachés et qu'il faut décrypter, décoder. Donc, on utilise des méthodes bien connues dans le domaine des sciences de la Terre, de la géologie, pour appréhender de manière la plus précise possible la forme et la genèse du gisement qui nous intéresse. Super. Et à ce moment-là, c'est que c'était un moment charnière dans l'activité minière en France. C'était le début de la pénurie des métaux. Comment potentiellement ça a commencé aussi à te forger cet esprit de savoir naviguer dans des environnements contraints? À contre-cycle, en quelque sorte. Exactement. Voilà, parce que j'embrasse une carrière, je démarre une carrière et je m'aperçois au bout de 2 ou 3 ans que cette carrière peut être compromise parce qu'on ne recherche plus de métaux. On va les chercher à l'autre bout de la planète et en Europe, les mines ferment les unes après les autres. Donc il s'agit vraiment d'un démarrage de carrière à contre-cycle. Alors à ce moment-là, on change un peu son fusil d'épaule et on arrête de chercher des métaux de base comme le cuivre, le fer, etc. Et on s'intéresse aux métaux précieux, l'or, le tungstène, l'argent, etc. Et quelques années plus tard, eh bien, je suis encore rattrapé par cette pénurie métallique en Europe et je dois donc cesser mon activité, tout au moins cesser mon activité en Europe. Okay. Et je recherche donc d'autres horizons pour continuer à poursuivre dans la recherche minière, puisque j'étais devenu un des rares experts en France dans certains domaines de la recherche métallique. C'est ce qui m'avait conduit au Canada. Donc tu as cette opportunité d'aller explorer la recherche minière au Canada. À ce moment-là, en fait, tu es encore totalement concentré sur ton projet de carrière de géologie, ce côté aventurier. Je viens de terminer une mission pour une compagnie canadienne. Qui explorait donc des gisements de la région lyonnaise. Je viens de terminer pour eux et donc je suis disponible pour prendre l'avion et débarquer au Québec pour examiner avec beaucoup d'attention l'évolution de la prospection minière au Québec. Donc ça, c'est le fameux voyage de 3 semaines que tu fais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que ce voyage, il a beaucoup d'importance et c'est, si mes souvenirs sont bons, ta première relation à l'entrepreneuriat. Absolument. Le Québec, à l'époque, c'était en 1987, avait développé une large politique de valorisation de son sous-sol, mais avec beaucoup de moyens humains, techniques et financiers, afin de devenir l'un des producteurs les plus importants dans le monde en ce qui concerne les métaux de base et les métaux précieux. Il voulait simplement devenir le numéro 1, concurrencer la Russie, l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc les moyens étaient considérables. Et il était offert aux équipes de mineurs et d'ingénieurs géologues, prospecteurs, souhaitant pouvoir participer à cette grande aventure de valorisation des ressources minières du Québec, de pouvoir devenir propriétaire de terrains d'exploitation, ce qu'on appelle les CLEM en anglais, afin de poursuivre donc l'exploration. Puis, si l'exploration était favorable, très favorable,
que ça puisse donner lieu à une exploitation en profondeur dans le cadre de mines économiquement rentables. Donc c'est ce qui m'intéressait. D'accord. À la fois donc les mouvements financiers qui étaient... c'était très simple, hein, il suffisait, en plus d'être géologue, de pouvoir constituer une petite équipe, un avocat, il faut un lawyer, hein, aux États-Unis toujours, en Amérique du Nord, une secrétaire très, très affûtée, un ou deux techniciens géologues. On créait son entreprise, on allait chercher les indices sur place. Si les indices miniers étaient favorables, eh bien on présentait le dossier à la Bourse de Toronto. D'accord. Et l'appel à la souscription permettait, pour la plupart des entreprises, des montants de l'ordre de 100 millions de dollars. D'accord, les ordres de grandeur sont fous. Pour commencer l'exploration des zones intéressantes aurifères. Et toi, là-dedans, en fait, à quel moment comment ça se passe? Alors, je débarque là-bas et je fais le tour du propriétaire. C'est-à-dire que je fais le tour de toutes les provinces du Nord, Chibougamau, Chicoutimi, etc. Donc les provinces aurifères, je rencontre les géologues, les équipes en place. Et bien entendu, mon passeport, c'était un minerai d'or que j'avais donc récupéré sur une de mes prospections et qui montrait que je ne parlais pas à travers mon chapeau, comme on dit là-bas, et que j'étais réellement un géologue qui était capable de prospecter l'or avec succès. Et on m'a dit, ça c'est très bien, c'est très intéressant, tu peux venir chez nous, tu peux t'intégrer à une équipe ou créer la tienne. Par contre, tu auras besoin de 500 000 $ pour démarrer. Ok. Et là, c'est la douche froide. Et là, je les avais pas. Je les avais pas et je pouvais pas m'endetter puisque j'avais pas suffisamment de crédibilité. J'avais 27 ans. Et donc, j'ai renoncé. Je suis rentré chez moi en France, à la maison, avec ce projet abandonné pour en entamer un nouveau. Et par rapport à ça, parce que ce moment de ta carrière, il s'arrête finalement assez vite, parce qu'on est sur 4 ans à peu près. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te font arrêter à part la contrainte financière? Ah, c'est la contrainte financière. Uniquement la contrainte financière. Ouais, parce que la création de la société, c'était pas très compliqué. Ok. Il n'y avait pas la barrière de la langue. Sauf peut-être pour Toronto, où il fallait quand même parler l'anglais de manière très fluide pour être pris au sérieux par les investisseurs et par les organismes d'introduction boursière. Okay. Donc là, je pouvais éventuellement me faire représenter par un lawyer. Okay. Donc il n'y avait pas vraiment de barrière technique à l'accomplissement de cette création et de cette exploration. Non, c'était uniquement la barrière financière. Et sur d'autres géographies, tu aurais pu éventuellement... travailler? Alors, c'était un autre projet sur d'autres géographies. J'aurais pu aller travailler effectivement en Indonésie ou en Amérique du Sud. Mais c'est une vie dangereuse. C'est une vie dangereuse, soit à cause des maladies, soit à cause de l'hostilité des populations locales. À l'époque, c'était pas si facile que ça. La recherche minière impliquait qu'on exploitait des zones qui devaient être préalablement vidées des populations. Chercher l'erreur. Donc les géologues étaient les premiers à être concernés par les agressions, etc. Donc j'ai pas voulu m'engager, ma famille et moi-même, à une expatriation lointaine et dangereuse. D'accord. Et donc là, en fait, tu as bientôt 30 ans, tu as un début de 30 ans, et tu décides de faire un revirement. Donc une reconversion, c'est un autre terme pour ce que tu as fait. Ouais. Et tu suis une formation de direction et de développement des entreprises. Oui. Comment on réapprend à apprendre à 30 ans? Alors, il faut faire ce qu'on appelle un write-off. J'ai dû descendre de mon escabeau. On passe d'expert dans un domaine particulier, très sensible, une niche, la recherche de l'or, des métaux précieux. On est peu nombreux dans le monde à savoir le faire. Et il faut pouvoir donc accepter un enseignement, une formation qui n'est plus une formation d'expert. Et donc, on descend de plusieurs échelons, ce qui est extraordinaire. Une fois effectivement qu'on a fait l'exercice de descendre de son piédestal, de son expertise, de quitter la blouse blanche et de prendre le costume cravate pour faire du business, pour faire du développement d'entreprise, de l'accompagnement d'entreprise, etc., c'est une expérience... je dirais extraordinairement enrichissante. Franchement. Ça a été quoi les étapes peut-être par lesquelles tu es passé? Parce que il y a quand même un choc culturel.
Fort. Alors, il y a un choc culturel, mais je me suis adressé au CESI Mhm. du Sud-Est, qui est un centre d'enseignement qui est très différent des écoles de business management, etc. Et qui a un enseignement extrêmement pragmatique. Je ne dirais pas que les autres ne le sont pas, mais extrêmement pragmatique. Et j'ai eu la chance d'avoir comme enseignants des consultants de la Banque mondiale. Ok. Donc des gens de très haut niveau qui ont su me faire redescendre pour que j'apprenne les techniques de gouvernance d'entreprise de manière extrêmement pragmatique, parce qu'il faut être très pragmatique. Ils m'ont appris ce que c'était qu'une entreprise, chiffre d'affaires, rentabilité, respect du budget, management des personnes. On repart des bases. On reconstruit tout. Mm. Donc pour moi, universitaire, ça a été un nouveau baptême. C'était une nouvelle vie dans un nouveau domaine sur une autre planète. Et vraiment, ça a été un choc et ça m'a conforté, mais définitivement, dans le fait qu'il fallait que j'embrasse cette profession. C'est très clair. Et j'ai laissé la géologie derrière moi. La géologie, c'était finalement une voie de passion. C'était une voie de passion, tout en étant également un sujet qui permet le développement économique important d'une région ou d'une nation. La recherche minière, on découvre des gisements de métaux, etc. Et on le voit aujourd'hui. Justement, on a tendance à oublier en fait que c'est à la base de l'infrastructure, de ce qui fait tourner en fait une économie. Et aujourd'hui, en plus avec les sujets de géopolitique et de gouvernance voilà, c'est encore plus stratégique. On s'aperçoit que l'économie française ou l'industrie d'un pays repose sur les métaux. Donc, c'était une passion tout en étant relié à un projet professionnel lié à l'économie du pays. Et alors là, on arrive en 88. Et là, il se passe la première bifurcation d'une carrière exceptionnelle. En tout cas, moi, je trouve ce moment assez inédit. Tu te retrouves... donc, j'ai bien que tu nous expliques comment ça s'est passé, parce que tu te retrouves à la tête d'un projet de pépinière d'entreprise innovante, tu le disais en introduction, qui est une sorte de préfiguration des incubateurs publics. Ce que tu n'as pas dit, c'est que c'était en milieu rural, dans une commune, ou en tout cas un groupe de communes de pas plus de 12 000 habitants. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez original, enfin une sorte d'objet non identifié, en tout cas encore aujourd'hui. Comment ça se passe, comment on arrive là-dedans? Alors, il se trouve que j'avais fait connaissance d'un élu local qui s'appelle le sénateur Tréguette, qui est en retraite maintenant, et qui à l'époque était à la fois sénateur et conseiller général d'une toute petite collectivité des Monts du Lyonnais qui s'appelait le canton de Saint-Laurent de Chamousset. 14 communes rurales, à 600 mètres d'altitude, à 1h15 de Lyon, et donc qui souhaitait pouvoir accueillir, pour permettre son développement économique et social, des entreprises pas comme les autres, des entreprises qui avaient plus de chances que les autres de pouvoir se développer, donc des entreprises à l'époque qu'on appelait les entreprises innovantes. Et cette collectivité, drivée par le sénateur René Tréguette, pleine d'ambition, s'était dit nous allons faire un pari sur l'intelligence. Nous allons permettre à des chercheurs ou des ingénieurs de l'enseignement supérieur, parmi les plus brillants, de venir nous rejoindre sur le canton et nous allons les aider à créer des entreprises innovantes et notamment, dans un premier temps, les aider à développer les innovations sur lesquelles ils comptent justement appuyer leur future entreprise. En fait, on ne se rend pas compte aujourd'hui avec le recul, mais à l'époque, c'était doublement révolutionnaire parce que on parle d'un public de scientifiques qui n'était pas jusque-là valorisé dans le monde de l'entreprise et encore moins dans le monde de l'entrepreneuriat. Et on parle d'une expérimentation dans un territoire où on se disait, mais attends, comment vous allez faire? Comment vous allez attirer ces personnes? Quelle idée. Et toi, là-dedans, on te pitche ça et tu dis, bon, allez, c'est parti. Je rencontre le sénateur Tréguette, on en discute, il m'expose le projet, je l'écoute avec beaucoup d'attention, etc. Et j'ai trouvé l'idée vraiment extrêmement séduisante. Car
d'une hardiesse incroyable. Mais c'était un homme extrêmement pragmatique. Hein. C'était quelqu'un d'une très forte personnalité intellectuelle. Intellectuellement, c'est quelqu'un de remarquable. Et il avait eu cette idée de dire, voilà, l'avenir du monde rural passe par la recherche académique française. Donc quand vous dites ça aujourd'hui dans la rue, on vous écoute pas, même aujourd'hui. Et lui, à l'époque, donc, se disait, si, l'avenir du monde rural français passe par la recherche scientifique française et par sa valorisation. Faisons le pari sur l'intelligence que ces jeunes gens, ces jeunes femmes qu'on va recruter, sélectionner, vont réussir. Par contre, il faut qu'on les aide. Il faut qu'on les accueille dans un environnement propice, complètement équipé de laboratoires, d'un centre de calcul et d'un accompagnement humain à la hauteur de leurs ambitions, c'est-à-dire capable de comprendre leurs projets, de les accompagner pendant 24 mois au sein de l'incubateur et de pouvoir, à l'issue de la période de l'incubateur, leur trouver des financements et leur permettre également de disposer d'un immobilier d'entreprise neuf, construit pour eux et pour les circonstances, sur l'une des 14 communes du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset. Donc une sacrée méthode. C'est une méthode vraiment extrêmement compétitive et performante. Vous n'existez pas, votre business plan il n'est pas écrit, vous n'avez qu'une idée, eh bien avec nous, vous allez franchir tous les jalons jusqu'à l'entrée, l'installation dans un immobilier d'entreprise que vous aurez construit avec un architecte pour vos besoins exclusifs. Alors ça c'est l'histoire qui... Enfin, la méthode, entre guillemets, qui a été pensée, et j'imagine qu'elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, qui a été après exécutée par toi et tes équipes. Mais déjà, au moment où en fait, on te sollicite avec ce projet et que tu dis « Ok, banco, j'y vais », j'imagine qu'on doit faire face au regard des autres qui se disent « Mais qu'est-ce que Philippe il cherche à faire avec ce projet ?» C'est vrai que je percute tout de suite. Je percute tout de suite en disant « C'est la bonne méthode, c'est une excellente idée. Maintenant, il faut démontrer qu'il y aura un deal flow, c'est-à-dire un nombre de candidats suffisant pour remplir la pépinière et pour satisfaire les ambitions politiques de ce petit canton. Parce que si on travaille énormément pour créer 15 emplois, la cible aura été un échec. Donc, il a fallu donc définir une obligation de moyens, notamment une méthodologie d'accompagnement, de sélection et d'accompagnement, avec une obligation de moyens. Et puis, au fur et à mesure que l'accompagnement se réalisait, que les entreprises devenaient de plus en plus matures et quittaient la pépinière, pouvoir mesurer précisément en qualité et en quantité les résultats obtenus. Et c'est ce qui a été fait au cours des 12 années d'accompagnement que cette pépinière de projets d'entreprises innovantes a pu réaliser, ou près, au départ, je pense qu'au total, il y a eu une 50aine d'entreprises qui ont été présélectionnées, préqualifiées. D'accord. Et il y en a une vingtaine qui ont été accueillies. Et sur cette vingtaine, il y en a une quinzaine qui ont résisté et qui se sont installés de manière définitive sur ce petit canton. Ce qui est un excellent ratio. Qui est un très bon ratio. Ouais. Parce qu'il y a eu une bonne sélectivité au départ. La méthodologie qu'on a mise en place était intelligente, efficace. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était efficace. Derrière, les élus ont joué le jeu. Ils ont apporté les financements nécessaires à la construction des ateliers relais, on appelait ça les ateliers relais, c'est-à-dire l'immobilier d'entreprise, dont on remettait les clés à ces jeunes entrepreneurs qui quittaient la pépinière. Donc il y a vraiment eu un mouvement d'ensemble. Oui, il y a un accompagnement de bout en bout, en fait. Autour de cette collectivité, ces 14 maires avec ce sénateur génial à la tête de cette petite collectivité. Et toi, à ce moment-là, donc là, tu dresses ça de manière assez rapide sur les 12 années. J'imagine que qu'il y a un peu des périodes. C'est-à-dire, au départ, il n'y a rien, il faut tout créer de zéro. Il n'y a pas de méthode ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autres incubateurs de cette nature. Non. Comment est-ce qu'on fait quand on démarre avec aucune ou très très peu de data ou d'informations? Alors, on met en œuvre les leçons reçues ou saisies par les consultants de la Banque mondiale. Ok. Comme quoi, c'est très actionnable. Voilà, exactement. Ça, on s'inspire de l'enseignement qu'on a reçu, un enseignement de très bon niveau. Et comme ce sont des gens des consultants de la Banque mondiale, ce sont des gens qui sont soumis à l'obligation de résultat.
C'est l'argent de la banque. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention. Dans des conditions parfois difficiles, ils exerçaient souvent en Afrique. Donc c'est pas facile à l'époque d'industrialiser l'Afrique, c'était compliqué. Donc il fallait des gens extrêmement pragmatiques et leurs leçons m'ont servi énormément. J'ai pu transmettre une partie de ce savoir acquis aux jeunes chefs d'entreprise qui en ont fait leur affaire et on a basé une méthodologie sur à la fois la sélection initiale, donc l'évaluation du contenu technologique et de la portée technologique sur les marchés futurs de leurs innovations, sur l'élaboration de business plans, et de vrais business plans qui permettaient effectivement à l'entrepreneur de pouvoir construire des budgets réalistes. Il fallait que le business plan soit réaliste économiquement, donc que soit accepté par des partenaires bancaires ou des investisseurs, et puis que le contrôle d'écart avec les conseils d'administration, etc., puisse être exercé tous les mois pour examiner les dérives éventuelles et faire en sorte que l'entrepreneur, avec son équipe et avec l'aide de l'incubateur, puisse créer dans les meilleurs délais possibles un maximum de valeur. Je te rappelle qu'ils avaient 24 mois de présence. Au bout de 24 mois, il fallait qu'ils veulent leur envol. Voilà. Donc c'était vraiment un développement chronométré. Et donc, cette méthodologie très rigoureuse d'accompagnement, je dirais pas l'épée dans le rein, mais très suivie, a conduit à d'excellents résultats. Parce que ces ingénieurs et ces chercheurs, ils ont dû acquérir beaucoup de maturité très vite. Ils n'avaient pas le choix, il fallait sauter. Je crois qu'il fallait sauter de la falaise, quoi, et apprendre à voler. Et là-dessus, peut-être tu peux nous en dire un mot. Tu parlais des résultats très concluants. Ça a été quoi les résultats et puis, tu me rappelles, mais c'était bien une expérimentation. Donc en fait, c'était un projet pilote. Ouais. L'objectif, c'était aussi d'en faire éventuellement une référence. Ouais. Donc quand ça se clôture, comment ça se passe ? Alors, ça se clôture, la pépinière existe encore, mais elle n'a plus ce rôle d'incubateur maintenant. Elle a simplement un rôle, depuis mon départ, elle a un rôle d'hôtel d'entreprise. Ok. D'accord. Donc à l'époque, on a reçu la visite d'élus, de parlementaires, qui étaient très intéressés par cette expérience un peu hors du commun, d'aménagement du monde rural par la création d'entreprises innovantes. Et donc ça a dépassé le stade gouvernemental, puisque Bruxelles a été assez vite informée de ces résultats. Et donc, nous avons été convoqués à Bruxelles pour les exposer. C'était quand même un sacré pied de nez à tous ceux au début qui ne comprenaient pas ce que tu faisais là. Oui, ou qui étaient très dubitatifs. Ou sceptiques. Voilà, en disant, mais finalement, quels ont été les résultats quantitatifs et qualitatifs de cette expérience ? Très concrètement, au terme de 12 ans, il y a eu 750 emplois nouveaux créés directement liés à l'innovation. Sur des communes de 12 000 habitants. Sur une population de 11 700 habitants. Voilà, le ratio, oui. Donc le ratio est considérable. C'était des gens qui étaient bien payés, entreprises innovantes, donc ils étaient implantés sur le territoire cantonal. Et du coup, on a constaté un doublement du potentiel fiscal de ce petit canton dans les 12 années, un doublement du potentiel fiscal. Donc ça, c'est n'importe quelle mère va vous embrasser les pieds si vous êtes en mesure de lui promettre un doublement du potentiel fiscal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. Donc c'était la preuve incontournable qu'il y a eu un effet très concret sur les finances de ce territoire et le développement social et économique grâce à cette opération qui s'avérait hors du commun. Quand tu présentes les résultats de cette expérimentation à l'OCDE, tu savais déjà que tu passais à autre chose, ou c'était la clôture du chapitre, ou c'était non je commençais déjà à m'intéresser à un autre sujet. D'accord. Okay. Parce que la pépinière avait rempli sa mission, obtenu des résultats. D'autres collectivités en dehors de la région lyonnaise, en Vendée, en Bretagne, etc., souhaitaient faire la même chose. D'accord. Donc, elles avaient déjà commencé à préparer le terrain auprès de leurs élus pour construire un axone bis, puisqu'elle s'appelait la pépinière axone. Et donc, le coup était parti. Et donc, on t'a sollicité pour aller peut-être dans d'autres régions Alors, non.
il se trouve que dans mon conseil d'administration, j'avais des investisseurs en capital risque. D'accord. Qui accompagnaient ma démarche et qu'on sollicitait régulièrement pour financer les projets d'entreprise, les meilleurs, qui sortaient de la pépinière Axone et qui s'installaient sur le canton. Et ce sont eux qui m'ont proposé de rejoindre leurs équipes. D'accord, ok. Donc tu t'es fait chasser à ce moment-là. Alors, je me suis fait un peu chasser à ce moment-là. Ok. Et j'ai quitté la pépinière Axone, sachant qu'on avait trouvé mon remplaçant. D'accord, ok. Et donc là, on est dans le début des années 2000. Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, arrive le deuxième momentum, enfin même troisième maintenant, momentum de ta carrière, où tu te relances sur encore un autre métier. Je me relance sur un autre métier que j'avais un peu approché en côtoyant les investisseurs, mais sans bien connaître le contenu de ce métier, qui était vraiment très différent de celui d'accompagnateur ou de start-up manager que je déployais dans le cadre de la pépinière Axone. Et juste pour bien comprendre, avant de passer sur ce chapitre-là, les personnes qui étaient en capital risque, qui étaient tes partenaires, qui vont devenir tes collègues, tes employeurs, eux, quand ils investissaient dans les entreprises de la pépinière, ils investissaient sous quelle forme? En capital. Ok. Et c'était de l'investissement early stage, en tout début de projet, etc. Accélération. C'est de l'accélération. L'accélération. Okay. À l'époque, on n'investissait pas en amorçage strict, en seed, c'est-à-dire ce qui était maturation au sein de la pépinière. Il fallait trouver d'autres aides, et ça, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'ANVAR, puis ensuite Oseo, qui a précédé BPI, qui se chargeait d'apporter des premières dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Oui, c'était des euros. Non, à l'époque, c'était des francs. Excuse-moi, c'était des francs. Oui, on est à la bascule. Donc, ces organismes qui apportaient l'argent nécessaire pour passer la vallée de la mort. Et à la fin de la vallée de la mort, on se dépêchait de mettre en relation avec les investisseurs. Ça correspondait au départ de la pépinière et au démarrage de l'accélération de l'aventure industrielle. Et là, l'argent arrivait. Et juste pour nos éditeurs qui sont peut-être moins familiers avec ces moments de financement dans une entreprise, est-ce que tu peux peut-être prendre une minute et nous dérouler peut-être le cycle de vie d'investissement d'une entreprise, le pré-amorçage, l'amorçage, etc., pour ensuite qu'on puisse rentrer dans le chapitre. Voilà. Alors, en ce qui concerne je prends un sujet d'actualité, c'est-à-dire les deep tech. Mmh. Des entreprises donc issues des laboratoires de recherche et donc conduites par des chercheurs qui valorisent leurs résultats de recherche, des résultats qui peuvent être issus de 10 à 20 ans d'années de recherche dans un laboratoire, ou alors des deep tech qui sont constituées et développées par des ingénieurs ou par des diplômés d'écoles de commerce, très entreprenants, qui ont envie de devenir entrepreneurs et qui appuient leur entreprise sur des laboratoires de recherche ou sur des équipes donc qui sont capables de faire de la recherche au moins sous contrat. Donc les périodes classiques que ces entreprises vont devoir traverser, c'est une courbe d'obstacles, comme on peut se l'imaginer facilement, depuis la constitution du projet, c'est-à-dire pour l'instant l'entreprise n'est pas créée, et c'est simplement l'émergence d'une équipe autour d'une idée de projet. Et là, on est en prématuration. Alors les SAT sont capables, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, il y en a 14 en France, sont capables de financer la prématuration. Certains incubateurs également, incubateurs publics. C'est une période qui va durer quelques mois. D'accord. Qui permet donc de valider une idée. Alors après, l'entreprise va donc pouvoir se transférer en maturation qui pourra continuer à être financée par la SAT ou les incubateurs. Généralement, la maturation, l'entreprise n'est pas forcément créée. Elle le sera un peu plus tard. Donc là, les fonds institutionnels ne peuvent pas intervenir. C'est parfois du love money qui intervient. D'accord. Non, les affaires sérieuses commencent au moment de la création de la société, au moment où ce qu'on appelle l'accélération. Préaccélération et accélération, qui peut se passer également en SAT, mais les entreprises peuvent commencer à préparer leur préaccélération et l'accélération en dehors des SAT. Elles commencent à voler leurs propres aides. C'est la création d'entreprise. Et là, il faut faire appel au ce qu'on appelle le seed money, des fonds
très spécialisés qui sont capables d'intervenir très en amont, alors qu'on manque de visibilité sur plein d'aspects d'entreprise et qui sont capables d'apporter quelques centaines de milliers d'euros pour permettre un nouveau franchissement à cette jeune entreprise qui a besoin de construire un premier prototype, de valider une première démarche marketing nationale ou éventuellement à l'export. Donc c'est le début de l'entreprise. Mmh. C'est comme une petite flamme de bougie, il suffit de souffler dessus pour qu'elle s'éteigne. Il faut que l'entreprise puisse poursuivre son développement et son accélération pour effectivement donner davantage de visibilité, avoir un business plan qui devient de plus en plus crédible et réaliste économiquement, et donc qui puisse être accepté par des investisseurs institutionnels ou family office, par des banques également qui vont pouvoir apporter davantage pour la constitution de la dette, à la vue donc de ce business plan prometteur, mais également d'un carnet de commandes qui commence à se constituer et d'une équipe également qui commence à s'étoffer. On va peut-être arrêter sur ça parce que c'est le début en fait sur lequel en plus d'ailleurs on va beaucoup discuter toi et moi. C'est intéressant parce que ce que tu décris là c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque où toi t'es amené à devenir directeur d'investissement chez Sofimac, ce que tu abordes sur le pré-seed, donc pré-amorçage, amorçage, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas dans le financement de l'innovation, quelque chose qui n'est pas commun. Comment est-ce que tu arrives à construire ta crédibilité au départ, à la fois toi sur le métier, et aussi ensuite pour aller lever des fonds? Parce que le mécanisme, c'est il faut aller convaincre des investisseurs plus gros de lever de l'argent pour ensuite l'investir dans ces entreprises avec des scientifiques à une époque où ça se fait pas, quoi. Voilà. Alors, effectivement, c'est une époque pionnière. C'est assez compliqué pour les jeunes entreprises innovantes. Et celles qui sont accueillies, les SAT n'existaient pas. BPI n'existe pas. C'est la Caisse des dépôts et consignations. Il y a à la place un organisme qui s'appelle OSEO, qui finance à l'aide de subventions les premières dizaines de milliers d'euros pour une étude, pour un prototype, etc. Donc très peu d'argent confié à ce stade de l'entreprise où rien n'est visible. Tout est hypothétique, tout est soumis à des aléas. Donc l'argent les apports sont très modestes. Donc l'idée, qui a suivi d'ailleurs l'aventure de la pépinière Axone, idée donc promue par le gouvernement à l'époque, c'est de dire nous allons construire des incubateurs publics et en plus de ces incubateurs publics, nous allons permettre et aider la constitution de fonds d'amorçage. Alors les fonds d'amorçage qui seraient susceptibles d'investir au moment de l'accueil et de l'accompagnement de ces projets d'entreprise, à condition qu'ils soient créés, dans les incubateurs. Donc il y a un momentum quand même politique aussi. En fait, Exactement. Okay. Le gouvernement, à l'époque, c'était donc le ministre Allègre, qui était donc chargé de cette affaire, la valorisation. Et il y a une prise de conscience en disant il faut que l'État puisse accompagner de manière structurelle ces projets d'entreprise issus de la recherche avec des incubateurs publics. Et en plus, il faut qu'on apporte de l'argent parce que le privé ou l'institutionnel est complètement absent. Personne n'ose investir le moindre euro dans une entreprise qui est pilotée par un chercheur de l'enseignement supérieur, par exemple, ou un ingénieur qui a décidé de développer une innovation from scratch. C'est très difficile. Et donc les premiers fonds que tu lèves, en fait, tu les lèves auprès de l'État, en fait. Alors, les premiers fonds que je lève, il y en a un qui s'appelle le Lanceur. Pourquoi ? Parce que j'ai été recruté dans l'équipe de la société de gestion Sofimac Partners, basée à Clermont-Ferrand, et qui avait décidé de développer donc une activité de financement d'innovation. Et donc, il m'avait proposé de prendre en charge la direction des investissements de l'innovation pour justement lancer cette activité. Et il fallait créer un fonds adapté à ce type d'entreprise. On l'a baptisé le Lanceur. C'était un fonds expérimental d'un peu plus de 4 millions d'euros. Okay. Donc très peu d'argent. L'État a été sollicité. Les banques régionales ont été sollicitées.
les collectivités régionales ont été sollicitées. Donc, je me suis retrouvé avec une quinzaine de souscripteurs dans ce petit fonds. Et je peux te dire que 100% des souscripteurs avaient provisionné 100% de l'argent qu'ils m'avaient confié. Ah oui, incroyable. Voilà. Ça, dès le départ, oui. je fais le geste. Hein, dès le départ, Ouais. c'était le geste avec le pouce en bas. Hein. Bon, personne n'y croyait. Voilà. Et Ça, tu le savais déjà à ce moment-là? non, ça, au fur et à mesure que je voyais j'allais au Crédit Agricole et je dis bon, allez, on va mettre un peu d'argent, on va mettre 100 000 euros, mais on va tout provisionner. Bon. Donc, Il faut être en confiance sur ton projet. Ouais, mais bon, ça me faisait un peu rire. C'était pas grave. Et à la même époque, dans d'autres régions de France, des fonds comparables ont été constitués. D'accord. Et je voudrais rappeler qu'à cette époque, il y avait eu donc 28 fonds d'amorçage constitués au niveau du territoire national. 28. Pour une somme totale de 240 millions d'euros. 240 millions d'euros. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Pour financement de l'innovation. On part de loin. Bon, on part de très très loin. Ça a été un bain de sang. Je crois que une grande majorité des fonds ont remboursé l'argent en disant on ne sait pas faire, on vous rembourse l'argent. Ah oui. Et oui. Parce que la compétence, en fait, qu'est-ce qui était Enfin, j'ai envie de dire, c'était quoi la difficulté principale, mais j'ai le droit de dire, c'est déjà comprendre les dossiers. Exactement. C'est comprendre le contenu technologique des dossiers. Et à l'époque, il y a beaucoup d'investisseurs qui n'avaient pas du tout la culture pour comprendre le contenu des dossiers qui arrivaient, qui leur étaient présentés. Et donc, ils ont renoncé. Certains ont renoncé très vite en disant on n'y arrivera jamais, on ne sait pas faire, c'est un métier nouveau, on vous rend l'argent. C'est incroyable. Et donc toi, tu résistes en partie parce que tu es un scientifique. J'ai 10 ans d'expérience à travers l'incubateur Axone, donc avec des résultats concrets. Donc j'ai une méthode. On vient toujours à la méthode. J'ai un track record, etc. Et encore une fois, pour le montage juridico-financier de ces dossiers particuliers, je fais encore appel à ce que j'ai appris au CESI. C'est drôle, ils vont être contents. Hein. Si vous nous écoutez le CESI, vous avez je sais pas, mais un alumni qui est très très content. J'avais beaucoup de connaissances que je pouvais remobiliser pour l'instruction des dossiers et le montage juridico-financier. Donc ça a été un atout pour moi. Et très vite, j'ai constitué un portefeuille d'une quinzaine de projets. J'ai pu m'en occuper. Et puis ensuite, on est passé à d'autres fonds, d'autres territoires. Et pour, je te coupe, désolé, mais il y a déjà cet élément-là, en fait, la difficulté de démarrer sur un métier qui est nouveau. Et puis, comme on est dans les années 2000, avec une difficulté, bon, il en faut peut-être une deuxième, quoi. Il y a la crise de l'explosion de la bulle Internet, 2001. Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu résistes à ça? Parce que c'est un deuxième coup sur la question de l'innovation, de la tech. Ah, c'est clair que ça ne facilite pas les choses parce que c'est arrivé soudainement et ça a refroidi l'ensemble de l'économie française, l'économie de l'innovation, qui s'est dit mais on a commis une erreur, quoi. Et l'argent qui arrivait naturellement en grande quantité sur ces secteurs, parfois pseudo-scientifiques, on refroidit les banques, on refroidit les investisseurs, tout le monde est devenu très frileux, voire même plus que prudent, même défiant, lorsqu'on leur présentait des dossiers d'entreprises innovantes. Donc pour la constitution des fonds, du fonds Le Lanceur, il a fallu agir un peu à un contre-cycle et faire en sorte de diversifier d'emblée le fonds pour ne pas spécialiser dans le digital, qui faisait peur à tout le monde. Donc on s'occupait de santé, de sciences de l'ingénieur, un peu de digital, des matériaux, etc. L'énergie également, on était très large. Et ce large spectre a intéressé tout de suite les souscripteurs, malgré le fait qu'ils aient tous provisionné 100%. Mais du coup, c'est quoi? C'est une intuition? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu diversifies à ce moment-là? C'est une leçon de marketing. C'est-à-dire que si tu spécialises ton fonds trop vite, tout de suite, alors qu'il agit à contre-cycle, tu te mets en difficulté avant même d'avoir commencé.
Parce qu'en fait, tu avais conscience que tu étais en train d'être à contre-cycle d'un point de vue marché. Et donc, tu t'es dit, comment est-ce que je consolide sur le reste? Et finalement, là où ça a tapé, c'était ailleurs. Et puis, tu as résisté ailleurs, en fait. Les gens acceptent. Ouais. Parce qu'autrement, l'investisseur a dit, mais attendez, si vous spécialisez votre fonds dans ce domaine, c'est pas possible. Oui, on n'y va pas. Hyper intéressant. En fait, finalement, une contrainte, ça a été un salut. Parce que ça nous a permis de contourner l'obstacle et d'obtenir donc les fonds en quantité suffisante, même si c'est un fonds expérimental, c'est un fonds pilote, et dans des domaines qui intéressaient tout le monde. Et c'est un fonds qui intervenait sur 3 régions. Région Rhône-Alpes, région Auvergne, région Limousin. Okay. 3 secteurs. En plus, l'innovation sur le Limousin était très faible, donc ça a permis de renforcer l'innovation sur Limoges. En Auvergne, Rhône-Alpes, à l'époque c'était pas l'Auvergne, c'était Rhône-Alpes tout court. L'innovation était florissante, donc on avait un deal de qualité suffisant. Et en Auvergne, c'était un peu mitigé, quoi. Les Auvergnats cherchaient un peu dans l'innovation. Et alors, quand on préparait cet entretien, tu me disais que, je me permets de te citer, j'espère que tu m'en voudras pas, que le métier de société de gestion et de financeur, c'est plus aller chercher des fonds que d'investir. Le métier d'une société de gestion, de participer, c'est de lever des fonds. Voilà. Et alors, du coup, si on essaie de comprendre ça, dans ce contexte, parce que là, tu as réussi à lever une première fois avec des acteurs qui provisionnaient 100%, puis à un moment donné, la confiance va commencer à arriver avec les résultats. Comment ça se passe, en fait, cette transition comment est-ce que vous gagnez un peu ces premiers éléments de confiance du marché C'est la construction du track record, ce qu'on appelle le track record, c'est-à-dire qui montre la capacité d'une société de gestion ou de fonds d'investissement à obtenir des résultats concrets en termes de réussite entrepreneuriale et réussite financière, c'est-à-dire l'obtention d'une plus-value suffisamment confortable pour l'investisseur initial. Mais ça, il faut du temps long, parce que les investissements, c'est pas au bout de 6 mois qu'on s'en rend compte, alors que j'imagine que tu dois commencer à lever d'autres fonds. Et... Oui. Alors, un fonds, la durée de vie d'un fonds, c'est de 8 ans en général. Ouais. Les 4 premières années sont destinées à l'investissement, et les 4 suivantes sont liées au désinvestissement. Donc, c'est pour ça que la durée moyenne d'accompagnement est de 4 à 5 ans. Okay. Parfois au-delà, mais au-delà, on commence à prendre des risques sur la liquidité du fonds. Il faut rendre l'argent, il ne faut pas. Faut oublier qu'à la base, il t'est prêté. En fait. Il est prêté, il est confié, il faut qu'on l'investisse et qu'on le gère le plus correctement possible avec, donc, à l'issue de la période d'investissement de 8 ans, on rende le capital et qu'on serve, comme on l'a promis, une plus-value. Et donc, pendant tout ce temps-là, il y a le premier fonds que tu lances. Il donnera des résultats au bout de ce premier cycle. Ouais. Mais entre-temps, il faut en lancer d'autres. Ouais. Donc, en fait, c'est quoi, les premiers fonds suivaient à peu près le même mécanisme avec la même frilosité du marché. Et ensuite, il se passe quelque chose? Oui, tous les ans, on lève des fonds. Il y a en permanence, chaque année, il y a un fonds en préparation qui doit être levé dans l'année ou dans les 2 ans à venir pour alimenter en permanence la société de gestion, ce qu'on appelle en frais de gestion. La société de gestion, son chiffre d'affaires, c'est l'argent qu'elle prélève sur les fonds qui lui sont confiés afin de financer son équipe, ses frais d'exploitation, les salaires, etc. Oui. C'est vrai que peut-être une petite seconde de culture pour ceux qui connaissent moins ce marché-là. En fait, le chiffre d'affaires d'une société de gestion, c'est en grande partie, les frais qui sont collectés au moment où, en gros, des gens, des organisations, des institutionnels vous donnent de l'argent, vous prêtent de l'argent pour pouvoir, vous, derrière, l'investir. Et c'est ça le chiffre d'affaires. Et donc, si vous levez pas de nouveaux fonds, vous générez pas de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il y a besoin constamment de le faire. Donc, au début, tant que le marché il est pas prêt, ce que je comprends, c'est que tu lèves toujours auprès des mêmes acteurs et puis t'as dû attendre la fin d'un premier cycle pour qu'il y ait des institutionnels, d'autres typologies d'acteurs qui rentrent dans les fonds? On est d'accord. Il faut attendre environ d'avoir investi 75% du fonds initial avant de pouvoir enlever un second avec les mêmes souscripteurs.
Il y a une loi, une règle qui est contrôlée par l'autorité des marchés financiers. Ok. Et on ne peut pas lever 25 fonds en même temps. C'est un après l'autre, en fonction du niveau d'investissement qui a été réalisé sur le fonds précédent et qui nous autorise à lever un nouveau fonds. Et donc toi, en tant que professionnel, à quel moment tu te dis, ok, c'est bon, là, j'ai mon cas d'usage. J'ai prouvé que en fait, le préamorçage, l'amorçage, c'est du solide. Ça se passe quand, en fait? À quel moment t'as le sentiment que ça y est, c'est lancé? Oui, ça va se passer en année N+5. Ok. Et autour de 2005. On a les premières sorties, les premières réussites. Sorties avec des multiples de 2, 3, voire 4 fois l'investissement initial. Ok. Donc, 1, on ne s'est pas trompé. Il y a une bonne sélectivité. 2, on ne s'est pas trompé sur la nature entrepreneuriale du chef d'entreprise. Et sur l'activité qu'il a développée, c'est une activité prometteuse qui a trouvé son marché et qui est en expansion, voire même qui vient d'être achetée soit par un grand groupe, soit l'entreprise elle-même a racheté notre participation au prix qu'on souhaitait. Et maintenant, elle continue son aventure et se développe à l'international. C'est ce qui est arrivé à bon nombre des entreprises que nous avons pu investir dans le cadre de l'investissement d'amorçage. J'ai envie de t'entendre un peu sur ton profil atypique quand même, parce que tu es le scientifique qui devient investisseur. Du coup, ça t'aide déjà au départ parce qu'effectivement, tu comprends un peu mieux les dossiers que tes concurrents ou collègues. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ta méthode justement pour comprendre un dossier? Qu'est-ce que tu fais peut-être de spécifique ou de différent de par justement ta culture scientifique? Alors, j'ai une culture scientifique qui est limitée à un certain nombre de domaines d'expertise. En tant qu'investisseur deep tech, j'ai été appelé à examiner un grand nombre de dossiers dans tous les domaines de l'innovation. Je dis absolument tout. Et à partir de ce moment-là, on doit être capable, si on accepte d'examiner un dossier, de pouvoir le comprendre. Donc on accepte un rendez-vous avec un chercheur du CEA ou de la Sorbonne ou de université quelconque ou d'une école d'ingénieur quelconque ou d'un centre de recherche. Il faut pouvoir très vite comprendre, 1, le contenu scientifique, technologique du dossier, 2, la portée économique de ce dossier. Qu'est-ce qu'un tel dossier va pouvoir proposer comme offre de produits ou de services au marché? Est-ce que ce marché va accueillir favorablement cette offre de services et cette offre de produits? Donc ça nécessite un gros travail. Alors, beaucoup de mes confrères, je peux le dire parce que maintenant je suis à la retraite. C'est aussi pour ça que ce podcast existe. On se dit les choses. Beaucoup de mes confrères sont très paresseux. Je le dis régulièrement, la profession des investisseurs en capital risque, c'est une profession de paresseux pour la plupart. Et je connais assez peu d'investisseurs qui travaillent vraiment sérieusement pour étudier les dossiers, les approfondir, avoir des relations professionnelles approfondies avec les entrepreneurs, de manière à pouvoir cerner complètement le périmètre, le contenu, la portée technologique et la portée marché des innovations. C'est vrai en santé, c'est vrai dans les matériaux, c'est vrai dans l'intelligence artificielle. Enfin, tous les domaines d'innovation qui sont porteurs et qui vont déterminer l'avenir de l'économie de nos pays, ça passe par une compréhension non feinte de la science sur laquelle repose cette technologie. Donc, quand on n'est pas expert en IA, il faut bosser. Quand on n'est pas expert en vaccin, il faut travailler. Sinon, on dit, écoutez, c'est pas mon domaine, je connais pas, je ferme le dossier, excusez-moi, et je vais vous orienter sur un autre spécialiste, un confrère qui est spécialisé dans le domaine. Il faut être, par définition, il faut être très honnête sur le caractère intellectuel de votre compréhension. Après, j'imagine que maintenant, les fonds aussi se sont spécialisés, et puis au bout d'un moment, à force d'investir dans un domaine, peut-être qu'on finit par avoir des réflexes, des connaissances. Des vraies connaissances. Voilà. Des vraies connaissances. Mais toi, à l'époque, en fait, ce que tu vois, c'est que c'est pas le cas, en tout cas dans... Il y a très très peu. Ouais, okay. Il y en a une dizaine. Une petite dizaine. Et c'est vrai que spontanément, en fait, quand on est de l'autre côté, qu'on se dit,
l'image qu'on a de l'investissement, on se dit, en fait, il y a un exec summary, donc un document très court qu'il faut envoyer pour expliquer son projet. Si on passe l'étape, on envoie un deck, etc. Bon, et ensuite on pitch et c'est très rapide, quoi. Et en fait, on se dit, tout va se jouer sur très 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 peu de temps. Là, tu es en train de me parler de quelque chose de totalement opposé où tu passes des heures avec le fondateur pour comprendre. Pour comprendre, parce que le fondateur, il nous demande 3 millions d'euros. S'il nous demande des 30 000 euros, on pourrait survoler le sujet, c'est pas un souci. Mais il nous demande beaucoup d'argent. Et nous, nos souscripteurs nous demandent d'être très sélectifs. Il ne faut jamais perdre de vue que le métier d'investisseur en capital risque, c'est un métier très élitiste. Sur 1000 candidatures, on en traite 10. Quand tu dis sur les recrutements ou sur les... Sélection des dossiers. Des dossiers, pardon, oui, ok. Je recevais peut-être 600 dossiers par an. La plupart étaient préqualifiés. C'était les vrais dossiers. J'en faisais 4. Oui, c'est là, ouais. 4 par an. Et donc, il y avait intérêt à ce que je les connaisse, mais par cœur, sur le bout du doigt, et puis que, au niveau des marchés, je puisse discuter avec le chef d'entreprise pour anticiper en permanence les besoins futurs du marché. Ça, c'est hyper intéressant, ce point-là, parce que en fait, on arrive sur la relation entre l'investisseur et le fondateur ou la fondatrice. On arrive sur la relation de confiance que tu dois créer. Et en fait, ce que je comprends, c'est que toi, au moment où tu as ces heures de préparation, de discussion, on retourne le projet dans tous les sens, quand ça marche, en fait, c'est le point de départ d'une relation privilégiée, un vrai partenariat en fait entre l'investisseur et les fondateurs. Absolument. Il y a 2 enjeux. Il y a le premier enjeu qui est donc poursuivi par le chef d'entreprise, c'est réussir son entreprise, parce que c'est son sujet. Et le deuxième sujet, c'est pour l'entrepreneur, réussir sa plus-value. Et là, on constate que les intérêts sont alignés. Il y a un parfait alignement. Et tant que cet alignement est conservé, il y a donc une parfaite entente sur la stratégie, la tactique, etc., du déploiement de l'entreprise, des objectifs, du contrôle d'écart si nécessaire, etc. Dès qu'il y a désalignement, c'est la rupture. Donc c'est pour ça qu'une connaissance intime entre associés est nécessaire pour que chacun soit convaincu de ce que l'autre est en train de réfléchir, pourquoi il a investi telle quantité d'argent dans telles conditions, etc. Et avec le recul, est-ce que tu as des cas où éventuellement, sans forcément les nommer, hein, mais où cette relation-là, elle a permis de résister justement à des moments, soit des moments où tu parles de... c'est quoi le terme quand il y a des crises, quand tu es à contre-cycle. Contre-cycle, merci. Par exemple, ouais. Ou parce qu'il y a un concurrent qui arrive, ouais. Et qu'il faut affronter une concurrence complètement inattendue, ou alors il faut affronter une contrefaçon, parce que la propriété intellectuelle a mal été rédigée, pensée, il y a une contrefaçon qui arrive, c'est arrivé. Hein. Et là, dans ce cas-là, cette relation-là, elle est... Ouais, elle est mise à profit, parce qu'il y a un tel climat de confiance qu'on s'écoute mutuellement. Et si on a des reproches à se faire, on les accepte. S'il n'y a pas ce climat de confiance, on rejette facilement un reproche. Et l'affaire n'avance pas. On ne résout pas le problème. Alors qu'il doit être résolu en séance, en conseil d'administration. On n'est pas là pour autre chose. Donc, ce climat de confiance, il est essentiel pour la suite du développement d'entreprise, qui va connaître forcément des aléas, des difficultés. Il faut qu'on puisse les résoudre ensemble. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Philippe Viagna. Mais l'aventure est loin d'être terminée. La deuxième partie vous plongera encore plus profondément dans les coulisses de ces combats. La transformation d'investisseurs sceptiques en alliés, en les intégrant pleinement au comité d'investissement de Sophie Mac Partners, la réorganisation forcée du marché par BPI France, qui l'a poussé avec son équipe à voir toujours plus grand avant de céder leurs activités à UI Investissement. Ou encore, pourquoi dans le secteur de l'innovation, le succès réside dans le secret et qu'il est toujours préférable de faire avant de communiquer. Ne manquez pas cette suite, riche en enseignements et en remise en question, dès vendredi. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées,
vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!